va pouvoir faire des milliards d'opérations pour trouver le bloc, ce qu'on appelle une empreinte sur un bloc. Là, c'est trop technique, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais donc, imaginez que vous avez des dizaines de milliers de machines qui sont toutes là à effectuer des opérations cryptographiques chaque seconde pour essayer de trouver ce fameux bloc qui est une opération plus ou moins aléatoire, mais qui réclame beaucoup de puissance de calcul. D'accord ? Vous vous rendez bien compte que plus il y aura de ces machines, et plus ce qu'on appelle la difficulté va augmenter pour que le réseau s'adapte automatiquement pour retomber sur un bloc qui va être trouvé toutes les 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ces blocs, c'est quoi? C'est une unité de stockage? Les blocs en question, c'est la validation de l'ensemble de toutes les transactions qui sont passées sur le réseau Bitcoin sur les 10 dernières minutes. Voilà ce que c'est un bloc. C'est ça, donc en fait, le minage, c'est pas seulement créer du Bitcoin, c'est certifier toutes les transactions de Bitcoin qui ont lieu Dans les 10 dernières minutes. L'idée, c'est d'utiliser l'égoïsme des gens qui font tourner des machines pour le minage, pour le bien commun, qui est d'effectuer une comptabilité correcte de l'ensemble des transactions du réseau. C'est même pas une décision d'en faire 25 toutes les 10 minutes, les ordinateurs le font d'eux-mêmes, et vu que ça va être de plus en plus compliqué, ils pourront en faire de moins en moins. Non, le protocole définit que 25 bitcoins sont créés toutes les 10 minutes. Donc ça, c'est une personne qui l'a décidé, c'est pas... C'est le créateur du bitcoin au départ, et ça c'est gravé dans la marbre dans le protocole lui-même. On peut aller télécharger le programme sur internet et vérifier que c'est bien le cas. Si jamais vous mettez plus de machines à faire le minage, automatiquement la difficulté pour trouver un nouveau bloc va s'adapter pour que ce soit plus difficile et qu'on retombe en moyenne sur un nouveau bloc toutes les 10 minutes. Si jamais, à l'inverse, vous enlevez des machines, la difficulté va diminuer jusqu'à ce qu'à nouveau on en retrouve un toutes les 10 minutes. Automatiquement, on se réadapte pour toujours avoir la même création monétaire au fur et à mesure du temps. Alors, à l'heure actuelle, il y a eu 14 millions de bitcoins créés. Oui. Donc, il y a des gens qui au départ, partant de zéro, ont empoché 14 millions de fois 250 $. Alors, au départ, vous savez, en 2010, par exemple, il fallait à peu près 10 000 bitcoins pour faire $1. Donc évidemment, au départ, ça n'avait absolument aucune valeur. Ce n'est que depuis 2013 que le bitcoin a dépassé la valeur de $1, puis atteint fin 2013 l'équivalent de 850 €. Alors, les 25 bitcoins générés par minute, ça va dans toutes les 10 minutes. Alors, ça va, comme je le disais tout à l'heure, chez les mineurs, c'est-à-dire ces gens qui assurent la stabilité de toutes les transactions. C'est leur rémunération. C'est exactement ça. Et pour les remercier de servir de comptable pour l'ensemble du réseau Bitcoin, on les autorise à faire de la génération monétaire dans des limites extrêmement strictes. Mais c'est pas un mineur qui reçoit 25 bitcoins, c'est un mineur qui va recevoir Oui, j'ai compris. Sachant que là-dedans, le mineur, il a mis sa machine qui a bouffé l'électricité et sa facture à la fin du mois, c'est pas la même. Enfin, à l'époque où on pouvait le faire depuis son ordinateur. Aujourd'hui, l'activité de minage est extrêmement peu rentable. Vous avez des gens, aujourd'hui déjà, il y a des gens des fois qui viennent nous voir en disant « Bonjour, je voudrais me lancer dans le minage, comment je peux faire ?» La première chose que je leur dis, ok, est-ce que vous avez 10 millions de $? Parce qu'aujourd'hui, il faut commencer par là. Il faut commencer à coût de millions de $, pour acheter des salles serveurs entières à remplir avec des machines qui ne font que ça et qui sont extrêmement spécifiques pour faire du minage. À ce point-là. À ce point-là. Et encore, vous n'êtes absolument pas sûr de gagner quoi que ce soit. Aujourd'hui, on est vraiment sur des économies d'échelle énormes, puisque les opérations de minage principales à l'heure actuelle sont faites en Islande et en Chine. En Islande, parce qu'il fait très froid. Donc le refroidissement n'est pas un problème, et toute l'électricité est géothermale, donc elle n'est pas chère. En Chine, parce que vous avez pas mal d'opérations où les gens ne payent pas l'électricité parce qu'ils sont plus ou moins copains avec le propriétaire de la centrale thermique qui est à côté. Voilà. Juste une question. Une fois qu'on arrive aux 21 millions de bitcoins, comment se fait la rémunération de ceux qui continuent? Excellente question. Un aspect que je n'avais pas précisé, c'est que ces gens qui font le minage ne touchent pas une rémunération uniquement avec ces bitcoins qui sont créés à partir de rien, mais ils touchent également une minuscule commission sur chaque transaction qui passe sur le réseau. D'accord? Pour l'instant, la commission en question
elle est aux alentours de 0,2 centimes par transaction. Vous voyez, c'est ridicule. Mais au fur et à mesure que potentiellement le prix du Bitcoin va augmenter, que potentiellement le nombre de transactions va augmenter, cette quantité d'argent va commencer à devenir assez substantielle pour qu'il y ait des gens qui continuent à faire le minage pour pouvoir continuer à assurer la stabilité du réseau, même lorsque la quantité de Bitcoin sera générée deviendra infinitésimale. D'accord, donc à ce moment-là, on peut rester plus une rémunération sur la commission, C'est sur exactement ça. l'extraction. C'est exactement ça. Si le Bitcoin se démocratise vraiment, le jour où chacun paiera sa valeur en Bitcoin, puisque tout l'historique doit être conservé pour chaque Bitcoin de l'origine, ça va générer des masses de données gigantesques. Oui, ça c'est un problème. Vous avez raison, ça c'est un problème. Il y a des gens qui travaillent sur des solutions. Alors, une solution potentielle, ce serait de dire, ok, vous avez la blockchain qui contient l'ensemble des transactions, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre quelques bitcoins de la blockchain et on va les mettre à part. On va les sortir complètement de la blockchain et on va créer une sous-blockchain. On appelle ça, les gens ils appellent ça des sidechains, c'est-à-dire des chaînes sur le côté. Cette sidechain, elle ne va pas contenir l'ensemble des transactions de la blockchain, elle va contenir uniquement les transactions qui découlent de cette quantité de bitcoin qu'on a sorti de la blockchain. Et voilà, problème résolu. On va créer autant de sidechains dont on a besoin, elles vont grossir en parallèle. Et lorsqu'on veut, on peut prendre n'importe quelle quantité de n'importe quelle sidechain et la réinjecter sur la blockchain principale. Mais la quantité totale sera la même. La quantité totale, bien entendu, il y en a même. Tout ce qu'on a fait, c'est déplacer des bitcoins depuis la blockchain principale, de les mettre sur une sidechain pour éviter de devoir compter toutes ces transactions dans la blockchain principale, et ensuite on peut les réinjecter au final. Et si ça grossissait vraiment démesurément, quel serait l'inconvénient à supprimer carrément On va, parce que sinon on perd immédiatement la confiance dans l'ensemble du système. Pour qu'on puisse avoir confiance dans combien il y a sur une adresse Bitcoin donnée, il faut qu'on soit capable de remonter au 4 janvier 2009 et la création du premier bloc Bitcoin à n'importe quel moment. On ne peut pas dire, par exemple, au lieu de stocker, aujourd'hui, on tombe sur tel Bitcoin, il y a 10 millions de transactions, on ne peut pas dire, je stocke les 100 000 dernières, par exemple. On peut faire ça. On peut faire ça, mais à n'importe quel moment, on doit pouvoir remonter au 4 janvier 2009 pour pouvoir voir qu'à ce moment-là, il y avait telle transaction sur cette adresse. Ça concerne forcément un jour ou l'autre. Pas forcément. Comme je vous ai dit. C'est ça, c'est exactement ça. Les capacités de stockage augmentent quotidiennement. Mais comme ça, les réseaux de la matière n'ira jamais plus loin. les réseaux deviennent de plus en plus rapides. Tout ça, c'est. Et comme je vous disais, il y a toujours les sidechains qui permettent de sortir des bitcoins de la blockchain principale. Est-ce qu'il y a vraiment vocation à se démocratiser à ce moment-là? Parce que On au espère. final, 21 millions, c'est rien. Bonne question. C'est pas un problème. Ça peut être un peu comme de l'or, les gens vont en acheter juste pour avoir quelque chose à peu près sûr, ils ont sous leur matelas et ils peuvent vraiment. Alors, pour 21 millions, c'est pas beaucoup, c'est vrai. Sauf que un bitcoin peut être coupé 100 millions de fois. D'accord? Donc on peut avoir des millièmes de bitcoin, on peut avoir des millionièmes de bitcoin, et on peut avoir des centièmes de millionièmes de bitcoin. On peut aller jusqu'à 10 puissance moins 8 bitcoin. Aujourd'hui, il y a des achats qui se font avec des centièmes de millions. Bien sûr, bien sûr. On parle même plus souvent en bits d'ITS qu'en bitcoin. Un bit Pas souvent en étant un centième. millionième. Un bit étant un millionième de bitcoin. Si vous pouvez explorer quelques points avec deux petites questions. Aujourd'hui, vous parlez de clés publiques et clés privées. Oui. Aujourd'hui, ce type de codage s'appelle comment? Première question. Cryptographie asymétrique. Oui, non, mais je sais. Mais c'est quoi? C'est EAS, c'est Intel, c'est quoi? ECDSA. Comment? ECDSA. C'est-à-dire DSA par courbe elliptique. Très bien. Vous avez Bien. l'article sur Wikipédia si nécessaire. Bien, alors, deuxième question. Est-ce que la difficulté à générer un code ne vient pas de la seule difficulté à trouver des clés valides? Pas du tout. C'est deux phénomènes complètement différents. Pour générer du bitcoin, je vais devoir partir dans un truc un tout peu technique. Imaginez, on va prendre
à tout moment, vous avez des transactions qui partent sur le réseau Bitcoin. Okay, je vais prendre toutes les transactions qui viennent de passer sur les 10 dernières minutes. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais les mettre dans un fichier texte, tout ensemble. Okay, tout ensemble concaténé, toutes les transactions des 10 dernières minutes. Ensuite, je vais prendre une valeur aléatoire que je rajoute à la fin de mon texte. Et ensuite, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer une empreinte cryptographique. Calculer l'empreinte, c'est comme, vous vous souvenez, ces vieux trucs qu'on faisait avec du papier. Je prends un papier noir, je coupe des cases un peu au hasard, un peu partout, et j'applique sur un texte, et je récupère une chaîne de caractères. C'est ça, prendre une empreinte. D'accord? Il se trouve que mon empreinte que je viens de prendre, elle va commencer par 16 zéros. Je déclare que j'ai trouvé ce qu'on appelle le bloc valide, je l'envoie à tout le monde sur le réseau et tout le monde accepte que mon bloc est valide et me donne 25 bitcoins. Voilà comment ça se passe. 16-0, c'est de dire bloc inconnu précédemment. Non, ça veut dire nouveau. Le numéro lui-même sera unique. Les 16 zéros veulent dire que j'ai la difficulté 16. Plus la difficulté va augmenter, plus je vais devoir rajouter de nombre de zéros pour que mon bloc soit accepté par l'ensemble du réseau. Voilà comment ça se passe. Vous voyez, donc je fais juste que calculer une empreinte sur un texte qui contient l'ensemble des transactions qui ont eu lieu pendant les 10 dernières minutes. Je ne sais pas, j'ai pas bien compris entre clé privée et clé publique. Quelle est la différence? Imaginez, je prends un ordinateur, un programme, et au hasard, je tire un très grand nombre. Je vais prendre en fait une pièce de monnaie et je vais la tirer 256 fois. D'accord? Je vais obtenir une chaîne de caractères. Ça, j'ai appelé ça ma clé privée. À partir de cette clé privée, je vais lancer une opération cryptographique très compliquée qui va m'obtenir ce qu'on appelle une clé publique. Et ça va me permettre en fait de résoudre un problème qui est extrêmement compliqué et extrêmement difficile à résoudre. Le problème est le suivant. Comment est-ce que vous faites pour prouver que vous détenez une information sans jamais la montrer? Vous voyez ce que je veux dire? C'est un problème extrêmement difficile qu'on cherche à résoudre depuis des années et des années. Comment je fais pour montrer que oui, je détiens bien cette information, mais sans jamais la montrer? Alors, dans le cadre d'une carte bleue, on résout le problème très simplement en disant, ok, montrez-la votre information. Montrez l'information secrète qui contient vraiment vos données. Vous voyez? Ça, c'est évidemment une sécurité absolument abyssale. On a un processus qu'on appelle la cryptographie asymétrique qui marche de la façon suivante. J'ai ma clé privée que j'ai tirée au hasard, et j'ai ma clé publique qui en est dérivée. Eh bien, je suis capable de faire la chose suivante. Je vais pouvoir prendre un fichier, un texte, quelque chose, et je vais pouvoir faire une signature cryptographique avec ma clé privée. D'accord? C'est une sorte de signature, c'est une sorte d'empreinte que je vais mettre dessus. Et ensuite, je vais pouvoir donner ce fichier à n'importe qui avec ma clé publique. Et n'importe qui sera capable de vérifier que oui, ce texte a bien été signé avec ma clé privée grâce au fait qu'il a une copie de la clé publique. En aucun cas, cette personne ne pourra avoir une copie de ma clé privée, mais elle pourra vérifier que oui, j'ai bien signé avec ma clé privée. Et j'ai résolu le problème de démontrer que j'ai bien une information, l'information étant ma clé privée, sans jamais devoir la montrer. Alors, si j'ai bien compris, Vous voyez ce que je veux dire? vous envoyez dans le blockchain et la clé publique et la clé privée. Pas du tout. Jamais on envoie la clé privée. Ah bon, c'est celui-là. Jamais, bien entendu. La clé privée est toujours gardée soigneusement au plus secret qu'on peut. Bon. Tout ce qu'on envoie, Et la clé publique, elle est sur 256 caractères. Alors, elle peut être codée de plusieurs façons différentes. La plupart du temps, on va utiliser une chaîne de caractères qui fait 34 caractères et qui est codée sur 58 caractères différents. Mais c'est pas un problème. Au final, vous aurez une chaîne binaire. Aujourd'hui, les banques, je ne sais pas si je me trompe, les banques aujourd'hui, elles ont des clés de 738 caractères. Alors, c'est des bits, effectivement. Mais alors, ce qui compte au final, c'est la taille de la clé privée. Et la clé privée, dans le cadre du Bitcoin, elle est de 256 bits. Mais à cause du fait qu'on va utiliser l'algorithme ECDSA, on va être sur un modèle extrêmement sécurisé, beaucoup plus qu'un RSA à 2048 caractères, par exemple. 2048. On est parti dans des détails ultra techniques. C'est vrai. Comme je ne sais pas exactement quel est le niveau de tout le monde ici en informatique en soi, est-ce qu'on peut faire comme on a dit tout à l'heure, peut-être
continuer les questions-réponses avec Manu, mais je peux peut-être prendre un petit groupe et aller derrière pour ceux qui veulent une approche peut-être un peu plus basique et qu'on fasse, on prenne vos smartphones et qu'on fasse des transactions, enfin que vous ouvriez un portefeuille pour ceux que ça intéresse. Il y a 2-3 personnes qui veulent venir, voilà. Allons-y. On va se mettre, s'il y a encore des fauteuils de libre, on va échanger les places avec ceux qui sont derrière. Moi, j'ai une image qui me vient en tête, dites-moi si je me trompe, et si elle est claire, peut-être que ça va aider certaines personnes à comprendre. Est-ce qu'on peut dire en fait que le protocole de Bitcoin, en fait, c'est une équation mathématique qui a été inventée en 2009. Cette équation mathématique, en fait, elle crée comme un paysage fractal qui se développe au fur et à mesure en fonction en fait, c'est les mineurs qui calculent, mais ils calculent qu'une équation mathématique et qui est inaltérable. On ne pourra jamais le fausser parce que c'est une équation, c'est la pureté des maths, et que la clé privée, c'est juste un acte de propriété d'une parcelle de terrain de ce Bitcoin. Donc, du coup, on ne peut pas le pirater parce que c'est un paysage. C'est comme si en fait, finalement, le Bitcoin, c'est comme la Lune qu'on est en train d'explorer, et on plante des drapeaux, et une fois qu'on possède ce drapeau, finalement, on possède une partie du Bitcoin. Et personne ne peut nous le voler, sauf s'il nous pique le drapeau. Alors, avec la nuance que chacune des clés privées peut ne rien contenir. C'est pas parce qu'on a une clé privée qu'elle va avoir la moindre. Après, il y a un gisement d'or sur chaque mètre carré. En fait, ce qu'on va définir, c'est juste un lieu. Vous voyez, et donc ce lieu n'est pas forcé de contenir quoi que ce soit. Mais effectivement, comme vous dites, on a une croissance plus ou moins fractale de la blockchain qui, elle, devient inaltérable au bout de 10 minutes. On ne peut plus modifier quoi que ce soit sur toutes les transactions qui ont eu lieu dans le passé. Alors, si j'achète un bitcoin, on me donne une clé privée. Pas du tout. C'est vous qui, comme je disais au départ, le concept de prélèvement, de tout ça n'existe pas. Donc c'est vous qui devez créer votre portefeuille, l'installer sur votre smartphone, sur votre ordinateur. D'accord, donc les clés sont liées à mon portefeuille, non c'est ça. Bien sûr, bien sûr. Et ensuite, rappelez-vous ce que je disais tout à l'heure, lorsque vous voulez faire une dépense Bitcoin, ça signifie générer une transaction, générer un bloc de texte signé par la clé privée. C'est l'acte même de signature d'une transaction par la clé privée qui le fait qu'il est accepté par la blockchain. Une question aussi sur la technique. Est-ce que le code source aujourd'hui est ouvert? Bien sûr. Et comment vous pouvez être sûr que, par exemple, l'encryption soit super sûre? Par exemple, des chercheurs ont réussi à casser SSL. C'est ça. Comment vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas casser l'encryption Preuve par la négative. C'est parce que personne ne s'est encore fait voler des centaines de milliers de bitcoins qu'on sait qu'il n'y a pas de faille. Le jour où ça va arriver. Le jour où ça va arriver, si ça arrive un jour, le bitcoin s'effondre. C'est clair. Mais si jamais ça arrive, le bitcoin sera vraiment le cadet de nos soucis. Parce que si un jour vous avez des technologies comme ECDSA qui sont craquées, ça veut dire que par exemple tous les sites bancaires sont immédiatement ouverts en grand. Oui, mais ils vont s'adapter. C'est-à-dire que d'ici là, la technologie aura évolué. Le tout, c'est de savoir si le Bitcoin, lui, peut évoluer. Est-ce qu'il peut évoluer? Oui, on peut très bien réutiliser comme ça. Parce que dans 10 ans, les banques auront évolué, elles auront des nouvelles technologies. Donc en fait, les pirates qui vont essayer de les attaquer auront des armes à peu près équivalentes que les banques auront appliquées à ce moment-là. Est-ce que le Bitcoin, lui, pourra évoluer? Alors, même si ce n'était pas le cas, imaginons que ce ne soit pas le cas. Ce qu'il faut savoir, c'est que, comme on disait tout à l'heure, le code source du Bitcoin est disponible. D'ailleurs, je peux aller sur Internet, sur GitHub spécifiquement, et télécharger l'intégralité du code source Bitcoin. Je peux le télécharger, et je peux même le modifier. Et il y a des gens qui ne se sont pas privés. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, là, tout de suite, il y a eu un peu plus de 600 crypto-monnaies qui ont été construites sur le modèle du Bitcoin. Certaines ont certains avantages par rapport au Bitcoin, d'autres des inconvénients, etc. Il y a à peu près 600 qui ont été créés par des gens qui ont juste repris le code source et qui ont adapté leurs besoins. Alors bien entendu, sur les 600, vous en avez à peu près 590 qui ne valent absolument rien, qui ont subi un intérêt au cours de leur lancement, puis après qui sont retombés immédiatement dans l'oubli. Vous en avez une dizaine qui sont potentiellement intéressantes, qui ont quelques caractéristiques que le Bitcoin n'a pas et qui pourraient à l'avenir être intéressantes. Eh bien, on pourrait imaginer que des nouvelles crypto-monnaies qui se créent tous les jours puissent sortir avec des algorithmes de chiffrement qui soient bien plus complexes et bien plus difficiles à craquer que le Bitcoin. D'accord, mais dans ce cas-là, en fait, les Bitcoins que j'ai achetés aujourd'hui n'ont plus de valeur à ce moment-là et
me dira, bah oui, il y a une nouvelle monnaie, on va passer à cette monnaie. Ce serait potentiellement le cas. D'accord. Donc potentiellement, il vaut mieux que j'évite d'investir. Il a dit sauf que. Sauf que, avant qu'on arrive à une situation où on a vraiment le CDSA qui est vulnérable, on aura probablement des signes d'alerte. C'est-à-dire notamment d'autres algorithmes de chiffrement qui tomberont bien avant le CDSA. Et si ça commence à arriver, et si c'est vraiment le cas qu'on voit qu'on arrive avec des machines qui commencent à être suffisamment puissantes pour potentiellement craquer le CDSA, même si c'est vraiment très très hautement improbable, là on pourra switcher même avant qu'on soit arrivé à ce problème-là. Switcher, ça voudrait dire juste réutiliser une nouvelle crypto-monnaie qui soit à peu près sur le modèle de Bitcoin, avec une clé privée, une clé publique, qui est une blockchain, et qui puisse immédiatement être transférée de Bitcoin. Et qui sera compatible avec l'ancienne blockchain. Bien sûr, puisque l'ensemble des crypto-monnaies qui ont été créées sur le modèle de Bitcoin, elles-mêmes ont leur propre blockchain. Ce sont des gens qui ont repris le code du Bitcoin, qui l'ont adapté à leur sauce, et qui ont généré un nouveau programme qui ressemble à celui du Bitcoin, mais qui est légèrement différent. Alors, ça c'est un problème un peu différent. Pour vous répondre directement. Quelquefois, je disais tout à l'heure. D'accord. Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de fondation Bitcoin. Si, il y a aussi une fondation parce que celui qui a inventé Bitcoin, il a délégué ses pouvoirs à un groupe de codeurs. Un groupe de codeurs, mais à ma connaissance, il n'y a pas de structure établie. Donc, juste pour vous répondre, effectivement, on parlait tout à l'heure de minage. Si jamais, au cours du processus de minage, vous avez deux personnes qui tombent sur un bloc valide en même temps, et bien les deux blocs, ils sont considérés comme valides par l'ensemble du réseau Bitcoin. Malgré tout, après, on va continuer à faire des nouveaux blocs, les nouvelles transactions vont continuer à s'accumuler. Eh bien, on résout ce problème, et puis, vous voyez, on pourrait avoir deux branches qui continuent en parallèle à l'infini. Là, on a vraiment un problème. Comment on résout ce problème? Très simplement en disant, immédiatement, la branche qui est la plus longue est la branche qui est valide. Donc oui, il peut y avoir des coupures en deux comme ça, mais immédiatement elles sont résorbées dès qu'il y a un nouveau bloc qui est trouvé, une branche devient plus longue que la précédente, et celle qui était la plus courte disparaît. Donc le propriétaire, le dernier propriétaire de cette branche, il croyait avoir reçu 25 bitcoins, et ces 25 bitcoins sont en fait réattribués immédiatement à l'autre personne qui a trouvé la branche la plus longue. Oui, que c'est pour vous qui trouve le il n'y a pas eu de transaction en fait. Est-ce qu'il peut y avoir des transactions en parallèle sur le... Il pourrait y avoir des transactions en parallèle. C'est toujours la dernière branche qui a raison. Toujours la dernière branche, la branche la plus longue. Il peut y avoir des gens laissés dans cette histoire. Il pourrait y avoir des gens laissés. C'est bien pour ça Est-ce qu'il pourrait pas y avoir des petits malades qui vont se faire des diplômes comme ça? Exactement. Voilà, ça porte même un nom. On appelle ça le double spending. C'est le fait de pouvoir déclencher des transactions. Par exemple, si vous faites une transaction et que vous êtes dans un bloc qui n'a pas encore été validé, eh bien, en théorie, vous pouvez, même en pratique, vous pourrez régénérer une deuxième transaction en parallèle qui redépense le même montant. C'est bien pour ça que, dans le cadre de Bitcoin, on va considérer qu'on va attendre que le bloc ait été entièrement validé pour être sûr et certain que oui, cette transaction s'est correctement déroulée. Et même, on va aller plus loin et on va dire, je vais attendre qu'il y ait 2, voire 3 blocs, on va appeler ça 2 ou 3 confirmations, pour être vraiment sûr et certain que ma transaction s'est bien passée sur l'ensemble du réseau. Donc 2-3 blocs, donc c'est ces fameuses périodes de 10 minutes, c'est ça? C'est ça. Donc en général, et alors justement, moi je voulais en revenir là-dessus. Est-ce que vous pouvez expliquer plus en détail comment est-ce que le lien se fait entre le processus de minage, donc tous les ordinateurs qui travaillent à trouver ce bloc, et les transactions qui sont en attente? Au moment où il y a un des mineurs qui va trouver le bloc, ça va certifier la transaction. Il y a un mec qui m'a expliqué qu'il y avait que tous les autres qui n'ont pas trouvé le bloc
mais qui travaillaient dessus sont aussi des témoins des transactions. Alors, ils vont pouvoir, tous les autres vont pouvoir immédiatement vérifier que oui, l'empreinte qui a été trouvée correspond bien au bloc. Ils vont accepter le bloc comme étant valide et vont arrêter de travailler sur chercher le bloc valide. Ils vont reprendre les nouvelles transactions qui viennent d'arriver et ils vont continuer à bosser dessus. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, comme vous le disiez, le fait de trouver un bloc va générer ce qu'on appelle une confirmation sur le réseau qui va dire à tous les gens qui avaient des transactions en attente, oui, ça y est, cette transaction elle a été acceptée, elle devient gravée dans le marbre. Alors la seule chose qui pourrait encore lui arriver, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a un fork et que deux blocs en parallèle aient été trouvés. Dans ce cas-là, on va dire que pour vraiment s'assurer que oui, votre transaction est passée, attendez 2 confirmations et là vous serez sûr et certain. Est-ce qu'il pourrait se trouver un mineur malhonnête qui va faire 1000 copies d'un bloc validé? Ça pourrait arriver, ça? 1000 copies d'un bloc validé? Qu'est-ce que vous voulez dire? Ah oui, se générer 25 fois... Alors, non, parce que, j'ai oublié un tout petit détail, c'est que dans le bloc, outre les transactions qui sont en attente, vous avez aussi un lien vers le dernier bloc valide. C'est pour ça qu'on appelle ça la blockchain. C'est parce que chaque élément qui est trouvé, chaque bloc valide, contient un lien vers le bloc précédent et forme donc ainsi une chaîne jusqu'à le tout premier bloc trouvé, c'est-à-dire le 4 janvier 2009. Voilà comment ça fonctionne. Bien sûr que si. Si vous faites une copie infinie d'un bloc, eh ben vous n'aurez pas le pointeur vers le bloc précédent, votre bloc sera juste invalide. Oui. Ah, c'est le... Ah oui, d'accord, oui. Vous voyez, tout le système ça revient à créer des chaînes qui sont déclarées nulles, quoi, en fait. C'est ça, et qui seront reprises par personne. Monsieur. Dans le cas, par exemple, où il y a 2 blocs qui apparaissent en même temps, est-ce que je suis sûr que ma transaction que j'ai passée dans la grille dynamique, elle fait partie forcément des deux blocs? Non, pas sûr. Pas sûr. Le fait est que lorsque vous avez 2 blocs qui sont créés en même temps, là vous êtes dans un état qui est un peu tordu. Vous voyez ce que je veux dire? On est bien content lorsqu'il y a une des 2 chaînes qui est éliminée et qu'on repart proprement sur une seule chaîne. C'est un état instable. D'accord. Et dans ce cas-là, si quelqu'un vient dans mon magasin, me paye en Bitcoin, je dois attendre une demi-heure avant de le laisser partir ou... Alors, nous on dit souvent, donc par exemple ici à la maison du Bitcoin, les gens ils peuvent venir vendre des Bitcoins. Donc quelqu'un peut arriver avec un portefeuille avec 10 Bitcoins dessus et nous dire bonjour, je voudrais les vendre, donnez-moi des euros à la place. Et on fera la transaction, aucun problème. Ce qu'on fait, c'est qu'on va faire ça en fonction du montant que vous voulez vendre. Si c'est pour un montant qui est inférieur à 100 euros, on va attendre 0 confirmation. On va vous donner immédiatement les fonds. Si c'est pour un montant entre 100 et 500 euros, je ne sais plus exactement les limites, on va vous demander d'attendre, s'il vous plaît, une confirmation, donc une dizaine de minutes. Si c'est pour un gros montant, au-delà de 500 euros par exemple, on va attendre 2 ou 3 confirmations, et là vous devrez attendre une demi-heure. Alors évidemment, ça c'est effectivement une limitation du Bitcoin. On va dire que pour une transaction au quotidien, lorsque par exemple vous allez à la brasserie en face qui accepte le Bitcoin et que vous voulez acheter un café, eh ben, le propriétaire il va attendre 0 confirmation, on va faire confiance pour quelques euros. Si c'est pour acheter un gros objet, un ordinateur à 2000 euros, eh ben, on va vous faire attendre 1 heure. Ce qui n'est pas un problème dans la mesure où la plupart des transactions Bitcoin se font sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes sur des sites d'e-commerce, c'est pas un problème de dire on va déclencher la commande du client et lui envoyer son produit juste après 1 heure de temps où on aura vraiment attendu 5 ou 6 confirmations sur le réseau. Et donc ça veut dire qu'il n'y aura jamais d'application de paiement de proximité avec le... Bien sûr que si. Sur des petits montants, vous avez déjà, comme je vous disais, la brasserie en face qui accepte le Bitcoin. Vous voyez? Et évidemment. Et la brasserie en face, elle se dit pas, enfin même pour un café, ça m'embête un peu de perdre 2 euros tous les... Alors, déjà... C'est pareil avec les cartes bleues, de toute façon. Une carte bleue, une transaction peut être annulée. Oui, mais la banque est portée garantie de paiement. Oui, il y a la banque qui garantit. Effectivement, si vraiment il y avait ce genre de problème, pour l'instant c'est clairement pas ça. Ça arrive souvent, c'est rare que... Extrêmement. Que le bloc... Extrêmement. 2 questions. La première, quel est l'outil mathématique qui permet d'accélérer la création de blocs?
Deuxième question. Quel est le statut de votre société? Quels seraient ses liens avec les États-Unis? Et comment serait réparti son capital? Ok. C'était 4 ou 5 questions. Je me suis amusé depuis la première question. La première, je suis un peu près persuadé qu'il y a pas mal de mathématiciens. D'accord. Accélérer le bloc. Aujourd'hui, imaginez que vous avez des ordinateurs qui sont dans des puces, on les appelle des ASIC. ASIC, je ne sais plus, c'est un acronyme américain, qui sont des petites puces qui sont spécifiquement dédiées, qui ne font que ça, calculer des blocs le plus rapidement possible. Vous en avez certaines qui sont capables de calculer des milliards, des milliers de milliards de tentatives par seconde, et qui évidemment consomment pas mal d'électricité. Imaginez que vous avez des salles entières remplies de racks d'ordinateurs, remplies de ces petites machines qui cherchent constamment des nouveaux blocs. Ça, c'est vraiment le top de la technique à l'heure actuelle. Attendez, lorsque l'on cherche les plus grands nombres premiers, on prend aussi des puces comme ça. C'est ça, oui. Bon, mais il y a une flopée de mathématiciens qui cherchent, eux, une voie d'algorithme, permettent autre chose que ce que font les puces. D'accord. Alors, en supposons que demain, quelqu'un réussit à trouver, un mathématicien brillant, réussit à trouver un moyen de réduire la difficulté de trouver des blocs Bitcoin. Ok? Formidable. Cette personne va pouvoir générer des blocs beaucoup plus rapidement, va pouvoir ramasser pas mal de Bitcoin et tous les autres mineurs vont être affamés. D'accord? Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence? Premièrement, les autres mineurs vont être affamés, probablement certains vont pouvoir faire faillite. Mais le réseau Bitcoin lui-même, il va immédiatement s'adapter. Je vous disais tout à l'heure, le réseau s'adapte automatiquement pour qu'un nouveau bloc soit généré toutes les 10 minutes. Donc, si vous avez quelqu'un qui réussit à trouver un moyen de rendre beaucoup plus facile le fait de générer des nouveaux blocs, la difficulté du réseau va automatiquement s'adapter pour qu'on retombe à nouveau sur un Exactement la question. La question était, est-ce que vous êtes toujours pendu à la recherche des nombres premiers ou est-ce que c'est une autre difficulté mathématique à résoudre? Non, c'est une autre difficulté mathématique, c'est du chat 256, je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises, je suis filmé en plus. Non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Oui, c'est on calcule un H. On appelle un H, la technologie s'appelle SHA 256. Oui, c'est quoi? C'est de recherche de H? C'est ça, oui, c'est un H. C'est une empreinte, un H. Alors maintenant, pour répondre à votre question, notre entreprise est une entreprise de droit français, d'accord, une SAS. Nous n'avons qu'un lien avec les États-Unis, c'est que nous venons d'ouvrir un bureau à San Francisco pour prendre contact avec des investisseurs américains pour éventuellement faire une levée de fonds aux États-Unis. C'est à peu près tous nos liens avec les États-Unis. Je me souviens plus du reste. Bon, c'est une SAS, bon, c'est ce que ça veut dire. On parlera pas de capital. Nos capitaux, nous avons fait une levée de fonds à hauteur de 1,3 million d'euros il y a 2 mois environ, auprès d'investisseurs français et notamment auprès du fonds d'investissement de la Banque Postale qui s'appelle Xange. Vous savez quoi en faire? Bien entendu, nous allons développer le genre de produit que vous avez là, c'est-à-dire des portefeuilles hautement sécurisés pour que l'utilisateur final puisse conserver ses bitcoins de la façon la plus sécurisée possible. C'est vraiment ça notre cœur de métier. Et la perspective de point mort, c'est quand? L'amortissement? Ça, je laisserai ça éventuellement à notre PDG. Moi, je fais ça. Bien entendu, ces chiffres-là. Bien entendu. Mais je sais que le taux il est à l'offre et la demande, mais c'est l'offre et la demande pour chaque plateforme. Ou alors, parce que vous, par exemple, c'est l'offre et la demande par rapport à quoi? C'est une bonne question. Nous nous basons sur une plateforme, spécifiquement une plateforme allemande qui s'appelle Kraken. Donc nous suivons exactement le cours que Kraken utilise.
Ensuite, pour répondre à la question, oui, effectivement, chacune des plateformes qui existent, il y en a une quinzaine ou une vingtaine dans le monde, certaines fonctionnent en dollars US, d'autres en euros, il y en a une en rouble et certaines en yuan chinois. Chacune de ces plateformes, en fait, a son propre cours en fonction des ordres d'achat qui passent à un moment ou à un autre. Alors vous pourriez dire, pourquoi est-ce que le cours il serait semblable sur chacune des plateformes? Eh bien parce que vous avez des gens qui font ce qu'on appelle de l'arbitrage. L'arbitrage, ça veut dire que vous allez pouvoir acheter des bitcoins sur une plateforme et les revendre immédiatement sur une autre si vous voyez que le cours est suffisamment différent. Si vous vous rendez compte que vous avez une plateforme aux États-Unis et une plateforme en Europe qui ont un cours qui a une différence par exemple de 4 ou 5 euros, vous allez pouvoir immédiatement acheter sur la plateforme américaine pour revendre sur la plateforme européenne et gagner le delta. Vous voyez? Donc les cours entre les différentes plateformes vont avoir tendance à être lissés par des gens qui font de l'arbitrage en gagnant cet argent. Et elle est où la plateforme? Peut-être en Russie. Elle s'appelle comment? Je me souviens plus du tout. Je sais qu'il y en a une en Russie. Question bien générale après tout ça. Pourquoi le Bitcoin? Pourquoi on a fait... Excellente question. Parce que c'est décentralisé. Parce que c'est décentralisé. Vous aviez tout un tas de systèmes de paiement électronique qui existent déjà. Vous avez PayPal, vous avez Apple qui est en train de développer un système de paiement électronique. Tous ces systèmes, ils ont des points communs. C'est qu'ils sont rapides et ils sont sécurisés. C'est formidable. Vous pouvez payer avec du PayPal à l'autre bout de la planète en quelques minutes, comme avec du Bitcoin. Il y a une différence fondamentale, c'est que PayPal est une entreprise américaine privée. Alors, pour l'instant, tout se passe bien. Oui. Mais vous êtes soumis aux conditions d'utilisation strictes que la plateforme PayPal va vous faire signer au moment où vous ouvrez votre compte. Vous voyez ce que je veux dire? L'entreprise PayPal elle-même, elle va être soumise à tout un tas de régulations. C'est une entreprise de droit américain. Ça veut dire qu'en utilisant PayPal, vous n'avez pas le droit d'envoyer de l'argent à quelqu'un qui est situé en Iran, par exemple, ou dans tout autre pays qui est officiellement l'ennemi des États-Unis. Vous êtes strictement limité par le droit américain lorsque vous utilisez PayPal. Même chose pour toutes les autres entreprises que vous pouvez utiliser. Donc, vous avez déjà ce problème. Autre problème, les conditions générales d'utilisation. Qu'est-ce qui empêcherait PayPal demain de dire on va vous changer les conditions générales d'utilisation, vous allez pouvoir faire ci de cette façon-là, vous allez devoir vous adapter. La seule chose que vous pourrez faire, c'est éventuellement trouver une autre plateforme. Pourquoi? Parce que toutes les autres plateformes de paiement qu'on peut utiliser, elles sont exactement sur le même problème. Elles appartiennent toutes à des sociétés. Bitcoin est juste un protocole. C'est un protocole comme l'email, comme l'HTTP. C'est juste un moyen de communication, un protocole internet qui va permettre d'échanger des données. C'est pas une société, c'est pas quelque chose qui appartient à une société. N'importe qui peut ouvrir un centre Bitcoin comme le nôtre. Il n'y a pas de licence, il n'y a pas de propriété intellectuelle, le code est entièrement libre. Vous voyez la différence? Alors, il n'y a pas un problème de sécurité qui vient se greffer à ça, parce que justement les conditions de PayPal vont nous permettre d'avoir une certaine sécurité sur nos paiements avec PayPal. Qui pourrait peut-être ne pas être là quand on paye avec les Bitcoin, finalement on ne signe pas de charge. C'est ça. Le principe fondamental du Bitcoin, c'est que c'est une économie où vous n'avez besoin de faire confiance à personne, sauf à une chose qui est les mathématiques. Si vous faites confiance au modèle mathématique sur lequel repose le Bitcoin, vous n'avez besoin de faire confiance à aucune société. Si vous avez un problème avec PayPal, mettons vous avez 200 € sur votre compte, et que demain vous allez consulter votre compte et que vous êtes à zéro, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander à PayPal, bonjour, j'ai 200 € qui ont disparu. Vous êtes obligé de leur faire confiance. Vous êtes obligé de faire confiance à une certaine entité. La même chose lorsque vous utilisez des euros. Vous êtes obligé de faire confiance à l'État français et à la Banque Centrale Européenne pour que vos euros aient une certaine valeur qui correspond à ce que la Banque aura décidé. Vous voyez ce que je veux dire? Dans le cadre du Bitcoin, vous êtes dans une économie où vous n'avez besoin de faire confiance à personne, sauf au modèle mathématique et au code source qui sont tous les deux disponibles. Mais au moins, on a une personne à qui il faut s'adresser en cas de problème. Alors que le jour où votre clé, quand on a un problème, on avait 200 bitcoins dessus et ils disparaissent. Vous n'avez aucun recours, effectivement. L'idée fondamentale est celle-là.
Si vous faites confiance aux modèles mathématiques, si vous faites confiance aux algorithmes de chiffrement, alors on est bon. Si vous n'avez pas cette confiance, évidemment vous êtes obligé de faire confiance à quelqu'un, à une société, à une entité quelconque. Mais c'est à double tranchant aussi parce que la sécurité vient avec la dépendance et une monnaie elle est garantie par une banque centrale, mais une banque centrale peut manipuler le cours de cette monnaie par des petits ajustements quantitatifs et en manipulant la masse monétaire. Alors que là, en fait, finalement, la masse monétaire du Bitcoin est prévue par le fameux calcul dont on va en émettre tant jusqu'à atteindre telle asymptote en 2000. C'est prédictible. Et la rareté est gravée dans le protocole. C'est pas parce que demain il y a une crise qu'il y en a qui vont dire ah, faut que la monnaie grimpe, faut qu'elle diminue. Est-ce qu'il existe un type de configuration où le Bitcoin pourrait devenir une monnaie refuge? Aujourd'hui, là, tout de suite, le Bitcoin n'est évidemment pas soumis à l'inflation. Lorsque vous en parliez il y a 2 secondes. Ah si, puisque ça va leur demander sans arrêt. C'est le contraire. Oui, non, mais il peut y avoir de spéculation parce que il peut pas y avoir de spéculation parce que c'est à cause du Bitcoin, par exemple. Au jour d'aujourd'hui, vous avez M. Draghi, le président de la Banque Centrale Européenne, qui crée 60 milliards de dollars, 80 milliards de dollars par mois. On appelle ça le quantitative easing. Cela est destiné à faire en sorte que les gens réduisent leur épargne pour pouvoir augmenter la consommation, pour pouvoir relancer l'économie. Ça a une conséquence. Le fait d'injecter constamment des milliards et des milliards d'euros dans l'économie aura forcément une conséquence sur les avoirs, notamment sur les gens qui ont des économies quelque part placées en euros. On voit bien que, par exemple, excusez-moi. Donc, le fait est que ça aura une influence. Au jour d'aujourd'hui, on voit déjà que, par exemple, un livret A, ça va vous rapporter tellement peu que ça vaut mieux même garder votre argent sur votre matelas plutôt que de le mettre dans votre livret A. Donc, on est clairement aujourd'hui soumis à de l'inflation. Si vous avez le Bitcoin qui est un objet monétaire, on ne va pas dire une monnaie officiellement, c'est un objet monétaire qui n'est lui pas soumis à l'inflation, ça peut valoir le coup d'en garder quelques-uns, de voir comment le cours va évoluer dans le temps, sachant que lui ne va pas être soumis à ce genre de création monétaire désorganisée. Oui, mais si j'ai des billets, je pourrais toujours les utiliser pour faire un flux. C'est une monnaie virtuelle, comme ça va craquer, je vais vraiment faire. C'est vrai, vous avez raison. Et lorsque l'euro va disparaître, qu'est-ce qui va se passer? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut vous déposer du Bitcoin? Non. Nous, on fait uniquement du change. C'est-à-dire, vous arrivez avec votre portefeuille, vous nous donnez des euros, je vous donne des bitcoins, ou bien l'inverse. Vous arrivez avec des bitcoins, je vous donne des euros. Nous, on ne conserve pas des avoirs pour les utilisateurs. Parce que ça crée toutes sortes de problèmes, et c'est clairement pas notre métier. On préfère se concentrer sur principalement la création de ce produit. Monsieur. Interpol a remonté très récemment le risque comme quoi le réseau, enfin le blockchain Bitcoin pourrait servir à diffuser d'autres virus plus grands importants. C'est ça. Oui. Tout qui est connecté à plein d'ordinateurs et tout. Qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est déjà fait. C'est déjà fait. Quelqu'un a déjà uploadé un virus sur la blockchain. D'accord? C'est déjà arrivé. Et du coup, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut se multiplier? Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Les antivirus ont immédiatement détecté que la blockchain était un virus. Alors ils ont déclenché des alertes, etc. Immédiatement, il y a eu des correctifs qui ont été appliqués dans les 24 heures. Et puis le problème a été globalement réglé. Il suffit d'observer que, tiens, on a ce fichier, c'est bien la blockchain. On regarde à l'intérieur, ok, potentiellement il peut y avoir des signatures de virus à l'intérieur. Et alors, c'est pas grave. Les virus, c'est quand même un problème parce que un antivirus ne sera jamais une parade absolue déjà. En fait, et deuxièmement, il est efficace une fois qu'on dit que le virus est commencé, il a déjà commencé à faire des virus. Pas forcément. Personne n'est obligé de télécharger la blockchain en complète. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut très bien aller consulter la blockchain pour savoir combien il vous reste en Bitcoin dessus, sans avoir les 35 gigaoctets de la blockchain téléchargés sur votre ordinateur. Bien sûr. Mais là, le risque que vous pourriez encourir, vous savez, s'il y avait un virus qui était intégré à la blockchain,
de télécharger l'intégralité de la blockchain et d'être éventuellement infecté par le virus qui se trouve à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Déjà, c'est pas un problème monstrueux dans la mesure où personne ne va chercher à exécuter la blockchain. Pour qu'un virus soit capable d'infecter une machine, il va falloir exécuter le code que le virus utilise. Vous voyez ce que je veux dire? La blockchain, c'est juste un gros fichier qu'on va pouvoir stocker. Ça veut dire que c'est quand même la porte ouverte potentiellement, ça veut dire que le réseau n'est pas complètement fiable et qu'on peut y on pourrait y injecter des... On pourrait y ajouter n'importe quelle donnée, n'importe quel type de donnée, on peut pas. Puisque c'est de l'open source, j'ai besoin de faire un CID pour justement dissimuler un virus dans une data et ensuite sujet. Alors, c'est une question intéressante et j'avais malheureusement oublié de répondre à la question que vous me posiez. Comment aujourd'hui est géré le code source de Bitcoin? Eh bien, vous avez une équipe de programmeurs qui sont à peu près répartis partout sur la planète, qui ont fait leurs preuves, en proposant des modifications intéressantes au code de Bitcoin. Les modifications ont été lues par les autres personnes à qui on avait déjà confiance, qui ont été acceptées, cooptées au fur et à mesure, et c'est ainsi qu'ils sont devenus des gens qui maintiennent le code source de Bitcoin. N'importe qui, au jour d'aujourd'hui, a le droit de pouvoir faire une proposition de modification du code de Bitcoin. Mais n'importe quelle modification devra être acceptée par l'ensemble de l'équipe qui maintient à l'heure actuelle le code Bitcoin. Et cette équipe, c'est des gens... Pardon? Alors, potentiellement, oui. Les développeurs, le groupe de développeurs, potentiellement, il sera forcément besoin dynamique pour accepter une modification. Mais la plupart du temps, ça ne posera pas de problème, parce que si une modification fait sens, elle sera acceptée. Alors après, il y a une grosse différence. C'est que pour qu'une modification soit vraiment acceptée, non seulement le groupe de développeurs lui-même devra l'accepter, mais en plus, l'ensemble de la communauté de gens qui font tourner des machines Bitcoin devra mettre à jour leur machine avec la modification en question. De fait, on va supposer un cas horrible. Supposons que l'ensemble du groupe de développeurs se dit on va modifier fondamentalement le fonctionnement de Bitcoin, et au lieu de 21 millions, on va faire 21 milliards de Bitcoin. Ça va être formidable, et c'est pratique puisqu'ils ont le contrôle sur le code. Ils pourraient immédiatement modifier le code tous ensemble pour pouvoir mettre 21 milliards au lieu de 21 millions. Absolument. Vous voyez, le problème, on n'a plus qu'à rentrer chez nous. Mais ça ne marche pas comme ça. Pourquoi? Parce que si vous voulez qu'une modification soit acceptée, il va falloir que l'ensemble des gens qui font tourner des machines Bitcoin dans le monde acceptent de mettre à jour leur machine. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire que pour qu'une modification du code Bitcoin soit acceptée, il va falloir établir plus ou moins un consensus sur l'ensemble des gens qui possèdent des machines Bitcoin dans le monde pour que cette modification soit acceptée. Autrement dit, ça va être extrêmement difficile. Mais parmi ces gens, tous n'ont pas la compétence ou la volonté ou le désir ou le temps de vérifier que le code effectivement... Bien sûr, c'est pour ça qu'ils vont faire confiance à des gens qui, eux, sont capables de lire le code. Dans la mesure où le code est public, le code est open source, n'importe qui, si jamais il y a une modification qui est nocive à l'ensemble du réseau et qui passe et qui est mise en place, immédiatement, partout sur les forums Bitcoin, etc., vous allez avoir des gens qui vont protester, qui vont dire non, ne mettez pas à jour vos machines, n'acceptez pas cette modification. Et là, ça ne va pas être accepté. Donc même si les développeurs eux-mêmes voulaient faire des choses néfastes, même eux seraient incapables de le faire. Et forcément, il y aurait une nouvelle équipe qui se mettrait rapidement en place, qui reprendrait le code et qui continuerait à le maintenir. On est donc extrêmement résilient, c'est-à-dire résistant aux dommages et au caractère néfaste de quelqu'un qui voudrait faire du mal. Je me rappelle, il y a quelques années, il y avait un logiciel de cryptage qui s'appelait TrueCrypt, oui. Qui était énormément utilisé, moi-même j'utilisais, et ce logiciel servait en fait à protéger ses données. Oui. Et il était censé être extrêmement sécurisé. Sauf qu'on a trouvé une faille et on s'est rendu compte en fait qu'il y avait un backdoor, une porte d'entrée cachée et personne n'avait vu. Et cette backdoor a sûrement existé pendant un an. C'est ça. Qu'est-ce qui fait que ce qui arrivait à TrueCrypt, pourquoi ça ne pourrait pas arriver à Bitcoin? C'est grâce au réseau de mineurs ou on n'est pas protégé? Parce qu'on n'avait pas le code source de TrueCrypt.
Ah, on n'est pas le code source. Bah non, il appartenait à une boîte. Évidemment, c'était le code source. C'est parce que quelqu'un a juste analysé tout ce qui sortait et rentrait dans TrueCrypt qui s'est aperçu qu'il y avait une faille. C'est évidemment bien plus difficile. À partir du moment où vous avez le code source, c'est bien plus facile de trouver une faille de sécurité éventuelle. Enfin, c'est un dataset avec le code source. Ah oui, oui. Mais vous savez, trouver quelque chose là-dedans. Il y a un intérêt. Il y a un intérêt. Si jamais vous réussissez à lire le code source qui gère Bitcoin, et si jamais vous arrivez à trouver une faille, vous pouvez immédiatement l'exploiter et ramasser des centaines de milliers de Bitcoin. C'est le fait même que personne n'a jamais fait ça qui prouve qu'il n'y a pas de faille. C'est beau. Le jour où quelqu'un va la trouver, ça va fermer la main. Quelle différence entre Bitcoin et Ripple? D'accord. Je vous disais tout à l'heure qu'aujourd'hui, il y a à peu près 600 crypto-monnaies qui ont toutes été dérivées de Bitcoin. C'est une des 10, c'est ça? C'est une des 10 les plus importantes. En fait, c'est le numéro 2. C'est laquelle là? Ripple. Ripple a des caractéristiques qui sont ultra intéressantes. Notamment le fait que vous pouvez avoir des systèmes de proxy de monnaie un peu complexes qui vous permettraient par exemple de payer quelque part en euros et que la personne que vous voulez payer reçoive des francs suisses, des actions, des bitcoins ou tout ce que vous voudrez. Vous voyez, c'est un système extrêmement complexe où on peut payer avec à peu près n'importe quoi et recevoir à peu près n'importe quoi. Je dirais qu'il y a un truc vraiment négatif dans Ripple, c'est que c'est un modèle centralisé. Ça appartient à une entreprise, l'entreprise Ripple Labs, qui le développe, qui possède la technologie. Je ne sais même pas si c'est open source et qui contrôle de fait la technologie Ripple. On retombe dans les travers potentiels de PayPal, de tous ces systèmes où vous êtes dépendant du bon vouloir d'une société qui veut faire du profit au final. PayPal et compagnie fonctionnent comme des banques. C'est comme une monnaie, c'est D'accord. Je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple. J'avais acheté des Ripple, j'ai tout viré en fait parce que j'ai perdu confiance en cette entreprise. J'ai reçu un mail il y a 3 jours. Ripple Lab m'a envoyé un mail pour me dire en fait qu'ils avaient fermé mon compte dans 2 mois si je ne prouvais pas mon identité. En gros, si je ne suis pas capable de, si je ne fournis pas une carte d'identité sur le site, et ils le vérifient, et si je ne le fais pas, mais ils vont fermer mon compte dans 2 mois. Parce que justement, c'est une entreprise. Et étant une Bitcoin, vous avez un wallet, il est chez vous, et c'est pas du tout lié, c'est comme si vous avez de l'or dans un coffre en fait. Personne ne vous empêche de verser l'or. À moins de forcer. Vous voyez, c'est exactement ce qu'on disait tout à l'heure. Si vous avez une entreprise, eh ben, ils vont pouvoir vous changer les conditions générales d'utilisation. Et qu'est-ce que vous pouvez faire? Oui, mais là, c'est les États qui risquent de poser des conditions. Alors, ça, c'est une question intéressante également. Bon, vous êtes bien critique, monsieur. Il faut tout regarder. Aucun problème. Nous discutons avec les pouvoirs publics, notamment en France. Notre président, Monsieur Sapin, là, Monsieur Sapin, notre président, le président de l'entreprise Ledger, a notamment été reçu il y a 1 mois ou 2 au Conseil économique et social, qui viennent de fabriquer un rapport sur les crypto-monnaies et les monnaies locales, tout ce qui est le SEL, etc. Au final, pardon, les SEL, système d'échange local. Et ils ont amalgamé ça ensemble. C'est ça, ce genre de choses. Donc au final, on est allé voir le Conseil économique et social, on leur a expliqué comment le Bitcoin fonctionnait, qu'est-ce qu'on pouvait en obtenir, etc. Et au final, le rapport est globalement assez positif sur l'utilisation du Bitcoin. Je pense que les pouvoirs publics, notamment français, européens, etc., ont une attitude qui est un peu ambivalente sur le Bitcoin. D'un côté, il y a évidemment cette terreur qui est voilà, les gens vont peut-être pouvoir utiliser ça pour faire de l'évasion fiscale. Ça, c'est vraiment la préoccupation. À chaque fois qu'on parle avec les pouvoirs publics, c'est oh là, mais si les gens ils utilisent ça pour faire de l'évasion fiscale et mettre leur argent à l'étranger facilement. Bon. Et d'un autre côté, il y a toute cette idée que, tiens, il y a quelque chose ici. Il y a peut-être une nouvelle économie qui est en train de démarrer à travers cette technologie. Peut-être qu'il y a des emplois qui seraient là, disponibles immédiatement et qui seraient utilisables, et qu'il y a peut-être des entreprises qui vont pouvoir se créer. Et on voudrait éviter que dans 10 ans,
il se passe la même chose que ce qui s'est passé avec l'Internet il y a une vingtaine d'années, c'est-à-dire que dans 10 ans, on se retrouve avec 0 acteur européen et que l'ensemble des acteurs soient soit américains, soit éventuellement chinois. Et donc les pouvoirs publics se disent, tiens, peut-être qu'on ne va pas interdire ça immédiatement, il y a peut-être un intérêt, il y a peut-être quelque chose, une valeur qui peut être créée pour une nouvelle économie qui se déclenche à partir de cette technologie. Malgré tout, à l'heure actuelle, les pays sont surendettés, c'est soumis à France au monde. L'un des buts de la création massive de monnaie, c'est de pouvoir rembourser les dettes en monnaie de singe. C'est ça. Donc si elle, oui. Mais si une monnaie concurrente qui prétend justement être qui n'a pas perdre de sa valeur, ça ne va pas leur plaire. Ils vont la confisquer. Potentiellement. Déjà, ce sera difficile. Ce sera difficile dans la mesure. C'est ce qu'on a fait avec les ASIC, avec les billets de banque. Lorsqu'on a troqué l'or pour du papier pour prendre des billets de banque, on s'est dépêché de faire perdre la valeur des billets de banque. C'est ce qu'on fait maintenant aussi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Donc il y a des États qui ont commencé à acheter du Bitcoin. Question intéressante, pas à ma connaissance. À part exception, le gouvernement américain, le FBI précisément, qui en fermant des plateformes d'échange de drogue sur Internet ont ramassé 140 000 bitcoins, mais qui se dépêchent de les revendre par un système de mise aux enchères. Alors, pas exactement. À la bourse au Nasdaq, il y a un produit financier qui vient d'être lancé, qui est un tracker qui est indexé sur le cours du Bitcoin. Donc en fait, si vous êtes à la bourse américaine, vous pouvez acheter ce produit-là qui évoluera en fonction du cours du Bitcoin lui-même. C'est intéressant. Je reviens à la question que je disais. Excusez-moi, je prends la question d'Anne. Ce qui est étonnant aussi, c'est un moment où le cours du Bitcoin a explosé. Oui. Et curieusement, en ce moment, il est relativement stable. Et il ne peut pas péter sans arrêt. Pourquoi cet énorme cours? Il y a différentes interprétations. Il y a certaines personnes qui pensent que c'était vraiment de la manipulation des marchés. À titre personnel, je pense que c'était plus le marché chinois. C'est-à-dire, pour vous donner quelques chiffres, en avril 2013, un bitcoin valait 25 $. En décembre 2013, on est passé de 25 $ à plus de 1200 $. On a multiplié par une quantité absolument astronomique. Pourquoi? Parce que entre avril et décembre 2013, les Chinois sont arrivés massivement sur le marché du bitcoin. Il y a des sites d'échange qui se sont ouverts en Chine, il y a des gens qui ont acheté du matériel pour faire du minage, il y a vraiment les Chinois qui se sont lancés comme un seul homme sur le bitcoin. Au mois de janvier-février 2014, le gouvernement chinois a dit « Oh là, on va mettre le holà sur ça, on est en train de perdre le contrôle de notre monnaie, on est en train d'avoir des gens qui réussissent à échapper au contrôle de la monnaie d'État. » Donc, le gouvernement chinois a décidé que le change entre le yuan, la monnaie chinoise, et le bitcoin devenait interdit. Notez qu'ils n'ont pas interdit la possession ou l'utilisation de bitcoin, ils ont juste interdit le change. D'accord? Les Chinois sont repartis comme un seul homme. Et donc le cours s'est fondamentalement effondré. On est retombé aux alentours de 200 $. Aujourd'hui, on est remonté à 250-260 $. Si on enlève cette grosse bulle qui a été, je pense, générée par la Chine, on est encore globalement sur une hausse à peu près constante du cours du Bitcoin. Comme tout un tas de produits financiers, on subit des bulles en fonction de l'intérêt, en fonction du caractère, de l'intérêt que les médias notamment peuvent porter à une technologie. Parce que, oh regardez, ce produit financier est formidable, investissez immédiatement. Donc vous avez un effet d'entraînement où plein de gens vont vouloir acheter le produit en question jusqu'à ce que la valeur soit tellement décorrélée de la réalité possible que la vente s'écroule. Et ce genre de bulle existe dans énormément de marchés. Le fait est que on est retombé assez bas. Là, effectivement, comme vous disiez, on est sur une pente à peu près neutre. Mais il y a juste une chose à considérer, c'est qu'il ne faut pas forcément regarder uniquement le cours du Bitcoin. Il y a d'autres indicateurs qui peuvent être particulièrement intéressants. Exemple, en 2014,
vous avez eu à peu près 400 millions de dollars qui ont été investis par des capitaux risqueurs, par des entreprises d'investissement dans le Bitcoin, dans des entreprises relatives au Bitcoin. 400 millions de dollars, c'est quand même pas négligeable. Dans du cash Bitcoin ou dans du mining? Il y en a d'autres, dans les entreprises Bitcoin. Soit des banques en ligne, des intermédiaires, comme nous, éventuellement des entreprises qui utilisent le Bitcoin. 400 millions de dollars, c'est quand même relativement intéressant. Aujourd'hui, depuis janvier 2015, on en est à plus de 200 millions de dollars qui ont d'ores et déjà été investis. Le nombre de transactions, on dépasse à l'heure actuelle plus de 100 000 transactions par jour sur la blockchain. Pareil, on est en constante hausse. C'est-à-dire que l'acceptation, que l'usage du Bitcoin tend à augmenter. En nombre d'adresses utilisées, pareil, on est en constante augmentation. En nombre de marchands qui acceptent le Bitcoin, pareil, on dépasse à peu près 100 000 marchands qui aujourd'hui... En France, dans le monde. 100 000 marchands dans le monde qui acceptent le Bitcoin. Vous voyez, on a plein de métriques qui sont intéressantes et qui sont constamment en hausse au-delà juste du cours lui-même. Oui, mais j'en reviens à ma question de tout à l'heure. Le jour où Bitcoin va être tellement d'usage qu'il risque qu'il puisse concurrencer les monnaies d'État, là, les États vont dire stop. Tout ça, on arrête tout, vous arrêtez tout, et c'est fini. Vous savez, même si le Bitcoin devenait fréquent d'usage, etc., ça ne perdrait absolument pas l'intérêt des monnaies fiat générées par les États. Parce que, prenez l'or, vous avez de l'or. Vous pouvez aujourd'hui aller acheter de l'or, etc. L'or, lui, n'est pas soumis à l'inflation, n'est pas soumis à la création monétaire infinie que les États peuvent avoir. Le Bitcoin va fonctionner plus ou moins comme de l'or numérique. Et pourtant, ça n'empêche pas les États de fonctionner. Dans la mesure où un État va toujours pouvoir dire « Ok, la monnaie officielle, c'est l'euro, et la Cour, aujourd'hui, vous devez acheter vos biens et vos services en euros, je paye mes dettes en euros, etc. etc. » Vous voyez ce que je veux dire? Et pareil, le fonctionnement du système bancaire. Alors, juste une toute petite parenthèse pour ceux qui ne savent pas, quand vous allez chez une banque et que vous demandez à faire un prêt, la banque, elle va vous créer de l'argent à partir de rien. Si vous demandez à emprunter 200 000 euros, la banque va créer 200 000 euros. Le jour où vous remboursez ces 200 000 euros, les 200 000 euros vont disparaître. Mais temporairement, je simplifie, plus les intérêts. Effectivement, globalement, ça va être ça. Et ils sont juste obligés d'avoir 9% de la somme quelque part dans leur réserve. Et c'est pour ça que la BCE, en ce moment, pour les raisons que je disais, imprime à tour de bras parce qu'ils ont des ça. Alors, rappelez-vous, ils ont même plus besoin d'imprimer, ils ont d'aller sur un ordinateur et de taper le montant qu'on veut. Mais dans le cadre du Bitcoin, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile de créer du Bitcoin. On va juste en générer comme ça et on ne peut pas non plus le détruire. Donc le système de prêt, le système bancaire actuel, lui, devra toujours fonctionner avec cette monnaie qui est créée à partir de dettes et qui devra être détruite au moment où les prêts sont remboursés. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça ne dit pas que les monnaies actuelles fiduciaires vont disparaître. On en aura toujours évidemment besoin. Et ça va quand même concurrencer les banques. Parce que vous parliez de la crainte de l'État tout à l'heure. Ça pourrait servir. Et comme je disais à monsieur il y a 2 secondes, on aura toujours besoin de faire des prêts. Et pour faire des prêts, on sera toujours plus ou moins obligé de faire des prêts en générant de la monnaie à partir des banques qui sera ensuite détruite lorsque les gens remboursent leurs prêts. Moi je vois bien, là on se fait de la spéculation, une situation où le Bitcoin pourra être utilisé à peu près comme l'or est utilisé à l'heure actuelle. Si vous allez à 2 pas d'ici, place des Victoires, vous avez des coffres de la Banque de France dans lesquels sont stockés à peu près 2500 tonnes d'or. Arrêtez. Normalement, ils y sont. Oui, normalement, ils y sont. Donc, vous avez 2500 tonnes d'or. Une partie de l'euro que nous avons dans les poches est plus ou moins garantie, par les 2500 tonnes d'or qui sont placées à quelques kilomètres d'ici. On pourrait très bien concevoir que la Banque de France, dans une dizaine d'années, puisse acheter 100 000 bitcoins, les stocks pareil dans ses coffres, en déclarant que c'est pareil, ça va être une réserve de valeur qui va servir éventuellement de contrepartie pour les euros qui sont en circulation. Vous voyez ce que je veux dire? De la même façon que l'or lui-même agit de la même façon.
Oui, peut-être que demain, il y aura des banques qui traiteront des bitcoins. Il y a déjà des sites qui prêtent des bitcoins. Après, ça pose tout un tas de problèmes. C'est le début, ça arrivera sûrement un jour. Donc, juste une parenthèse, ça pose des problèmes parce que si vous allez sur ce site en question, que vous prêtez des bitcoins et que la personne ne vous les rend pas, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez difficilement leur envoyer la force publique. Vous n'êtes pas une banque. Vous voyez, là aussi... Oui, mais c'est plus tard, enfin demain, quand ce sera... Potentiellement, mais là aussi c'est une preuve qu'on aura encore besoin de banques, puisque lorsque vous allez voir votre banque, vous leur demandez de l'argent, des bitcoins, ce que vous voulez, et que vous ne remboursez pas, eux ils ont clairement la possibilité de faire intervenir la force publique pour vous envoyer un huissier et prendre tout ce que vous possédez pour rembourser le prêt. Vous voyez ce que je veux dire? Donc les banques auront encore clairement de beaux jours devant elles. Est-ce qu'il y a eu des estimations du montant maximum possible du Bitcoin? Mettons, l'euro est remplacé par le Bitcoin. Il monterait à quel... ou l'or, par exemple. Il y a des gens qui, dans leur... Si vous allez sur Internet, vous avez des gens qui, dans leurs rêves les plus fous, imaginent un Bitcoin à 1 million d'euros. Ouais. C'est à peu près les chiffres que j'ai vus. Ouais. Faut savoir. Alors, je suis pas loin d'y croire, personnellement. Il y avait des gens qui avaient fait des calculs. Ça a été calculé ou pas, en fait? Oui, il y avait des gens qui avaient fait des calculs et qui avaient calculé que si par exemple le Bitcoin représentait 1% de l'économie mondiale, on arriverait déjà aux alentours de 100 000 euros le Bitcoin. C'est des personnes qui en ont et qui veulent justement faire remonter la valeur. Si vous prenez le nombre de Bitcoin en existence, 14 millions, et que vous prenez 1% de l'économie mondiale, je ne sais pas combien ça peut faire de milliards de dollars, vous divisez le PIB, 1% du PIB mondial par 14 millions et vous arrivez à 100 000 $ le Bitcoin. Vous voyez, c'est pas... C'est un gros problème du Bitcoin, c'est la volatilité. Vous avez raison. Très volatile. Vous avez dit que les transactions augmentaient. Alors ce qu'ont remarqué beaucoup de personnes, c'est que les transactions augmentaient aussi, notamment à cause des bots. Il y a de plus en plus de bots sur les marchés. Qui font de la spéculation. La volatilité augmente aussi. Alors non. Aussi étrange que ça puisse paraître, je sais plus, je crois que c'est madame qui disait tout à l'heure, depuis quelques mois par exemple, même si effectivement le nombre de transactions augmente, même si on va apparaître des bots qui font des transactions, etc., le cours reste relativement stable. Vous voyez, il n'est pas impossible, il est même probable qu'il y aura à nouveau des bulles de spéculation autour du Bitcoin. Là pour l'instant on est dans un creux, on est dans l'anticyclone, il ne se passe pas grand chose. Il y a des bonnes nouvelles. Il y a des boîtes qui font des levées de fonds intéressantes, il y a des nouveaux services qui apparaissent, mais le cours, lui, il n'évolue pas pour l'instant. Tant mieux, tant mieux. Moins on aura de spéculateurs et plus on aura de vrais entrepreneurs qui offrent de vrais services, mieux on se portera. C'est pas avec la spéculation que la valeur véritable se crée. C'est vraiment lorsqu'il y a des entrepreneurs qui créent des nouveaux services et qui définissent un véritable intérêt pour l'utilisation de la technologie. Je suis d'accord, mais c'est un bon risque quand même, par son bulle spéculative. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment justement certaines plateformes comme Kraken, est-ce que vous savez comment elles se protègent de la volatilité? Non, aucune idée. En même temps, c'est comme quand on achète des actions d'une entreprise. Quand vous achetez les actions Google, l'action varie. C'est un risque, mais... Je suis d'accord, mais il n'y a pas de produits complémentaires comme des actions ou pour acheter des obligations. Là, c'est du Bitcoin. Enfin, j'ai du mal à... C'est exactement pareil, quand vous achetez une action d'entreprise, prenez le risque qu'elle s'effondre. Qu'elle soit côté un jour. Juste une seconde sur les fondamentaux. Mais c'est danger de l'entreprise, elle produit quelque chose, c'est ça que vous achetez, c'est le fait, ça capte les sujets de conditions du site. On a juste une toute petite seconde aux fondamentaux. Qu'est-ce qui définit le coût d'un objet financier, etc. C'est la valeur que la personne estime que la chose va avoir dans un avenir proche, voire lointain. Si on estime que le Bitcoin est une technologie solide, sécurisée et qui a de l'intérêt, c'est-à-dire qu'il peut faire des paiements rapides et efficaces, etc., et qu'en même temps, elle est suffisamment rare pour ne pas pouvoir être multipliée à l'infini, c'est là que les gens se disent tiens, ça peut avoir une valeur, même pas si on a une valeur là dans les médias, mais ça peut avoir une valeur dans 3, 4, 5 ans. Et donc ça peut valoir le coup d'en acheter maintenant en espérant que bien évidemment le cours va monter parce que la valeur intrinsèque de l'économie globale Bitcoin va augmenter. Madame. Et pour l'utilisation, pour le commun des mortels, c'est quand même pas simple. Oh si, si vous voulez, vous allez juste derrière avec Non, mais je sais à peu près comment ça marche.
Mais pour... Alors, vous voyez, tout à l'heure, je suis parti dans des explications extrêmement techniques. En pratique, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une application sur votre smartphone. Vous pouvez dire, ok, je veux envoyer du Bitcoin à quelqu'un. Vous avez un petit QR code, vous voyez les QR codes, des petits carrés avec plein de points. Vous avez votre correspondant, par exemple, on est l'un en face de l'autre. Je vous dis, je veux vous envoyer des Bitcoins. Vous dites recevoir sur votre application, ça vous affiche un QR code. Moi, je prends mon application, je flash votre QR code, je dis, je veux vous envoyer pour 20 €. Je n'ai même pas besoin de le dire en Bitcoin, je peux juste dire 20 €. Calcule exactement combien ça fait en Bitcoin, je fais envoyer, terminé, vous les recevez dans les 5 secondes. Donc là, j'ai un smartphone. Oui, c'est trivial. Celui qui n'a pas de smartphone. Celui qui n'a pas de smartphone, pareil, vous avez des applications sur un ordinateur. Non, mais je veux dire, c'est quand même pas... il faut avoir un smartphone, Oui, il faut... Enfin, bien sûr. La seule difficulté, c'est que vous êtes obligé, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, vous avez un système de cryptographie asymétrique avec une clé privée et une clé publique. À chaque fois que vous voulez faire une transaction, vous allez devoir effectuer une signature cryptographique. Et ça, bah, vous avez besoin d'un ordinateur. Que ce soit un petit ordinateur ou que ce soit un gros, vous n'allez pas y échapper, vous allez devoir le faire. Ça veut dire quand même que même avec un tout petit smartphone, il est possible de le faire. Même il y a des systèmes, notamment en Afrique, il y a des gens qui ont adapté ce système de Bitcoin à l'utilisation avec les vieux téléphones Nokia, qui sont juste capables d'envoyer des SMS. Eh bien, vous avez des gens qui ont fait des plateformes qui permettent par des échanges de SMS de s'échanger des Bitcoins. Alors évidemment, là, on n'est pas sur un système extrêmement sécurisé, puisque là, on ne fait pas véritablement de signature, mais le système commence à exister. Il y a des plateformes vers d'autres systèmes plus simples. Est-ce que vous expliquer par rapport à ce que vous venez de dire, par rapport au portefeuille, à quel moment il intervient? Le portefeuille, celui-ci? Oui, si on en a tous. Imaginez la chose suivante. Vous avez votre ordinateur, vous avez une interface. L'interface, elle vous dit, voilà votre portefeuille, vous avez 1,3 Bitcoin. Et vous dites, je veux envoyer un demi-Bitcoin à mon correspondant qui est situé à l'autre bout du pays. Donc vous saisissez son adresse Bitcoin, vous dites, j'envoie un demi-Bitcoin. Vous faites envoyer. Vous avez une transaction qui est un morceau de fichier. Ce fichier-là, il va être envoyé à l'intérieur de la clé. La signature cryptographique dont je vous parlais tout à l'heure, elle va être apposée à l'intérieur de la clé. Mais si vous payez la construction, Oui. Alors, pour l'instant, ce produit-là, lui, justement, il ne gère pas les smartphones. Nous travaillons d'ores et déjà sur une nouvelle version qui, elle, pourra être couplée avec un smartphone. Et donc le smartphone, c'est la clé, elle est dans le smartphone? Tout à fait, oui. La clé est dans le smartphone. L'autre alternative, c'est aussi le portefeuille. C'est ça, oui. On dit le portefeuille, c'est le programme qui vous permet de gérer les bitcoins, qui vous permet d'en envoyer, de recevoir. La clé, c'est ce qui protège les bitcoins. Et donc là, j'ai un ordinateur, j'ai un portefeuille, je veux commander, je veux faire une transaction. Oui. Il faut que je connecte le portefeuille à mon ordinateur. Pas forcément. Vous pouvez, avec ce portefeuille-là, vous pourrez dire, ok, je veux une adresse publique pour recevoir les bitcoins. Et ensuite, vous venez tout simplement avec cette adresse publique chez nous et vous dites, je veux envoyer des bitcoins sur cette adresse. Vous voyez, ça peut être fait avec ce portefeuille, avec un autre portefeuille sur un téléphone, sur un smartphone, sur un programme d'ordinateur, etc. Toutes sortes de portefeuilles sont compatibles, tous entre eux. Si je n'ai pas d'internet ni de smartphone, est-ce qu'il y a un moyen d'utiliser les bitcoins dans un site, un café, quelque chose? Non. Vous devez être capable de générer une transaction. Vous devez être capable de générer une transaction, de la signer et de l'envoyer sur le réseau pour qu'elle soit valide. Vous pouvez, à la limite, si un café ou l'internet, ça marche pas. Si, bien sûr, si ça marche. Si vous avez un Wi-Fi, par exemple, vous pouvez très bien vous connecter. Bluetooth aussi. Par exemple, ou même n'importe quelle autre application. Avec le Bluetooth, ça peut marcher. Il fallait télécharger une application spécifique, soit sur son PC, soit sur son smartphone. C'est ça, mais vous en avez des dizaines. Vous en avez des dizaines. Mais si je vais sur un ordinateur public, il n'y a pas d'application. Ah non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais par exemple, sur un ordinateur public, si vous avez stocké vos bitcoins sur un service centralisé, là vous allez pouvoir vous connecter sur ce service et pouvoir y accéder normalement. Monsieur ?
c'est juste, j'en rebondissais, parce qu'en fait, imaginons demain, deux personnes sont au fin fond du désert, au fin fond de la Chine, un endroit où il n'y a pas Internet, parce qu'il n'y aura peut-être pas Internet de partout sur la planète. Est-ce qu'on peut imaginer que ça peut communiquer, que deux smartphones peuvent quand même malgré tout communiquer en Bluetooth ou avec notre technique? Vous pourriez éventuellement générer une transaction. Alors, la difficulté est la suivante. Vous pourriez très bien générer une transaction Bitcoin depuis votre téléphone et me la passer. Si imaginons on n'a pas Internet. Et on est connecté en Bluetooth. Et là, je peux recevoir votre transaction, je peux vérifier que oui, votre signature est correcte. Par contre, je ne peux pas vérifier que vous avez bien les fonds que vous êtes en train de m'envoyer. Parce que pour faire ça, j'ai besoin de connecter à la blockchain pour vérifier que oui, l'adresse depuis laquelle vous venez de m'envoyer des fonds, elle a bien le montant en question. D'accord, donc on va partir du principe, il faut que le Bitcoin se démocratise vraiment, on va partir du principe que n'importe où sur la planète, on puisse avoir accès à Internet. Dans la mesure où on va faire un paiement. Enfin, comme une carte bleue. Alors, s'il vous plaît, la question qui se pose, c'est est-ce que techniquement, un État peut interdire ou taxer une transaction Bitcoin sur son territoire? Oui, oui. Alors, interdire. Il y a un ou deux pays qui ont interdit le Bitcoin. Si je me souviens, le Venezuela l'a interdit pour des raisons de finance. Parce qu'ils ne veulent pas, leur monnaie a des problèmes d'inflation et ils veulent échapper à ce genre de problème. Un État peut très bien interdire le Bitcoin. Seulement, si vous voulez interdire le Bitcoin, on a souvent ça, on dit souvent, vous voulez interdire le Bitcoin, il va falloir couper Internet. Parce qu'à partir du moment où vous avez Internet qui est disponible, vous pouvez toujours accéder à la blockchain. Vous pouvez toujours voir que sur telle adresse, il y a tel montant. Si vous ne coupez pas Internet, n'importe qui va pouvoir avoir un logiciel Bitcoin qui traite dans un coin et pouvoir continuer à faire des transactions. Est-ce qu'il ne suffirait pas, par exemple, de changer de pays pour retrouver une liberté de transaction? Oui, vous n'êtes même pas obligé de le faire. À partir du moment où il y a Internet, à partir du moment où vous avez accès à une copie de la blockchain, vous avez Bitcoin qui fonctionne. Même si cette copie était offline, même si vous aviez, alors si elle était offline, vous ne seriez pas en direct, mais bon, ça poserait toutes sortes de problèmes. Alors, on va dire, si vous êtes la Corée du Nord, que vous êtes capable de mettre un firewall autour du pays où il n'y a rien qui passe, là, ok, Bitcoin ne fonctionne pas. Mais si vous avez le réseau qui passe, Bitcoin fonctionne. Mais ça veut dire qu'un observateur extérieur peut être témoin de votre transaction avec un tiers. Oui. Alors, ça, c'est quelque chose qui est intéressant, parce qu'on dit souvent, ah, Bitcoin, c'est complètement anonyme, etc., machin. Ce qu'il faut savoir, c'est que la blockchain est publique. N'importe qui peut aller consulter la blockchain et voir n'importe quelle transaction depuis le début de la création du Bitcoin. Alors, on ne fera pas forcément le lien entre une adresse Bitcoin et l'identité d'un individu. Pardon? On ne fera pas forcément le lien entre l'identité d'une personne et son adresse Bitcoin, mais on peut voir l'ensemble de toutes les transactions. On peut aller plus loin. Si un État commence à s'intéresser à vos transactions et qu'il ne sait pas forcément que cette adresse vous correspond, etc., eh bien, il va essayer de remonter de proche en proche. Comme on a toutes les transactions, eh bien, il va regarder quelles sont les adresses qui vous ont envoyé des bitcoins. Et s'il réussit à en identifier une, il va aller voir cette personne et va vous dire, tiens, ce jour-là, vous avez envoyé des bitcoins à cette adresse, veuillez me fournir l'identité de cette personne. Vous voyez ce que je veux dire? Donc sur le bitcoin, le côté anonyme n'est pas vraiment véritable. On parle souvent d'un système qui est en fait pseudo-anonyme. Parce qu'on a la blockchain qui retrace l'intégralité de la transaction. Juste un dernier point, on dit souvent que, je dis souvent aux gens qui me parlent d'évasion fiscale, mais monsieur, si vous voulez être anonyme, utilisez des billets de banque. Les billets de banque, quand ils passent de main en main, là vous n'avez absolument aucune trace. Le Bitcoin, vous gardez une trace de l'ensemble des transactions, ce qui fait que dans 10 ans, dans 20 ans, on pourra toujours éventuellement remonter à la source d'où provient une transaction donnée. Et il y a des systèmes d'anonymisation. Je ne vais pas réussir à le prononcer, mais anonymisation. Voilà. En gros, je crois qu'on appelle ça des mixeurs. On paye un service, on rentre dans on fait un dépôt de Bitcoin, ils le brassent et ensuite ils vont redéposer de l'argent sur. En précisant. Mais avec ce système-là, est-ce que du coup on gagne en. Je
Je vais vous expliquer. Vous prenez 5 bitcoins qui sont sur une adresse donnée. Vous les envoyez à un service particulier. Le service va prendre vos 5 bitcoins et il va les découper en 100 000 adresses différentes. Ok? Il va les découper en 100 000 adresses et il va faire des transferts entre les unes et les autres. C'est le principe d'Internet. Alors ça, c'est un vieux truc qui, si vous vous souvenez, s'appelle il y a un terme, ça se fait en euros ou en francs depuis des années et des années par des gens qui sont malhonnêtes, mais ça existe déjà sur les systèmes tels que le franc ou l'euro. Donc, vous répartissez ça sur 100 000 adresses différentes et au final, une semaine plus tard, quand vous avez bien mixé le tout, vous remettez ça sur une seule adresse et vous rendez ça à la personne. Ok. Là, si vous avez suffisamment de puissance de calcul et si vous faites suffisamment d'efforts, ben vous allez pouvoir reconstituer toute la chaîne. Alors imaginons, j'ai de l'argent à faire, j'ai envie de faire disparaître, enfin j'achète de l'argent quelque part, et de l'argent qui vient je sais pas, des États-Unis par exemple. Cet argent est déposé sur un mixeur, donc mettons, je sais pas, c'est un wallet où il y a peut-être 1 million de bitcoins, c'est déposé dessus, et ce site-là ensuite va déposer de l'argent sur mon compte. Oui, effectivement. L'anonymat est garanti là en fait. Ça c'est une possibilité, oui. Mais deux commentaires. Premièrement, vous allez devoir faire ultra confiance au site en question. Ah oui, mais c'est un service qui sera payant. Mais vous allez faire ultra confiance et en plus, ça va être quelque chose qui va être forcément aux confins de la légalité. Donc comme vous êtes aux confins de la légalité... Je sais pas que je veux le faire. Hein. Non, on prend une hypothèse. Vous êtes aux confins de la légalité, ça va être des gens qui vont être potentiellement malhonnêtes et qui pourraient partir le lendemain avec tous les avoirs. Ça, ce genre de choses, c'est déjà arrivé. Ensuite, le fait est que, mettons que vous arrivez, même pas sur ce système-là, mettons sur n'importe quel autre système, vous arrivez à avoir 10 bitcoins et vous arrivez à faire en sorte qu'on en perde complètement la trace et qu'il se retrouve quelque part sur une adresse. Bon, qu'est-ce que vous faites maintenant? À la limite, vous allez peut-être pouvoir les échanger en euros. Les échanger en euros, vous allez avoir du mal. Parce que si c'est une quantité importante, il va falloir vous tourner vers une entreprise. Donc soit sur les sites d'échange en ligne, soit ici à la maison du Bitcoin. Immédiatement, on va vous demander votre identité. Ah, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'autre? Vous allez peut-être pouvoir les dépenser. Donc, vous allez sur les sites en ligne pour pouvoir acheter quelque chose. Et là, vous allez dire, ok, je vais acheter une voiture. Aujourd'hui, vous pouvez acheter une Tesla. Vous pouvez acheter une Tesla en Bitcoin si vous le souhaitez. Vous allez dire, je vais acheter une Tesla. Ah, pas de bol, on va vous demander votre identité aussi pour vous livrer la Tesla. Vous allez sur un site d'e-commerce. Ah, pas de bol, on va vous demander votre... Quel est le problème de donner son identité si la source des bitcoins est anonyme? Parce que, potentiellement, à partir du moment où ils seront versés sur le compte de Overstock ou Amazon ou n'importe qui ou Tesla, là, ils seront identifiés. Là, l'État, il va dire, tiens, je connais cette adresse, elle appartient à l'entreprise Tesla. Oh, ben on va aller voir. On va aller voir, on va dire à l'entreprise Tesla, tiens, bonjour, vous avez reçu pour l'équivalent de 80 000 $ il y a une semaine de Bitcoin. Quelle est l'identité de la personne qui vous a versé ces 80 000 $? Clac, vous êtes grillé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait, peut-être que je sais pas, il était clair. Une fois qu'on possède ces bitcoins, en fait, en gros, il y a une source anonyme, en fait, qui a envoyé des bitcoins qui est passé par un mixeur, et cet argent est déposé sur un wallet. Oui. Voilà, en fait, c'est bon. À partir du moment où vous allez regarder, on doit acheter quelque chose. Et que là, vous allez rentrer au contact de l'économie légale, réelle, machin, très vite, votre identité va ressortir. Et comme... De toute façon, c'est ce qui va se passer. Parce que je crois que l'État français, il y a de plus en plus de pays qui veulent interdire le cash à terme. Oui, bien sûr. Donc dans tous les cas, là, c'est la fin de l'anonymat. C'est ça. C'est le but. Que ce soit Bitcoin ou n'importe quoi, dans 10 ans, on ne pourra plus acheter anonymement quelque chose. Ou alors, il faudra utiliser de l'or. Sur ce point précis, on ne le sait peut-être pas, mais aujourd'hui, vous pouvez aller dans une boutique et payer jusqu'à 3 000 € un produit en liquide. Vous pouvez aller chez Darty, acheter une télévision et payer 3 000 € en liquide. C'est le maximum qu'on vous autorise. Normalement, au mois de septembre prochain, cette quantité va être divisée par 3 et va être de 1 000 € seulement. À partir de septembre prochain, vous ne pourrez plus dépenser plus de 1 000 € en cash dans une entreprise. Payer le trésor public, c'est 300 €. Et c'est pire encore. C'est que toute fiscalité sont obligés de déclarer. Surtout, qu'est-ce qu'on fait là, au lieu d'être supérieur à 1 000 € sur tous les comptes, quels qu'ils soient, les particuliers.
Donc, Madame pose une question très intéressante, c'est au niveau de la fiscalité, comment ça se passe? Eh bien, très simplement, comme n'importe quel produit, le Bitcoin est assujetti à la taxe sur les plus-values. Si vous achetez aujourd'hui du Bitcoin à 200 € et que dans 3 ans, le Bitcoin est passé à 600 € et que vous le revendez, vous devez déclarer à l'État « j'ai gagné 400 € en achetant et en vendant des Bitcoins ». Comme n'importe quel produit que vous achetez, même si c'était des pommes de terre, vous pourriez acheter des pommes de terre, les revendre 6 mois plus tard et avoir gagné un bénéfice, vous serez obligé de le déclarer. Potentiellement. Après, sur des petites quantités, personne ne va venir vous courir après. Mais sur des grosses quantités, bien entendu, après, personne n'est obligé de le faire. Si vous voulez, vous pouvez essayer de cacher votre argent au fisc. Mais le jour... Oui, comme ça. Alors, ça c'est la première chose. Si vous gagnez de l'argent en achetant pur, en vendant du Bitcoin, vous êtes obligé de déclarer sur les plus-values. Et si vous êtes assujetti à l'impôt sur la fortune, ce que je vous souhaite un jour, là, dans ce cas-là, vous serez obligé de déclarer tous vos avoirs et donc de dire, au titre de l'impôt sur la fortune, je possède 10 bitcoins multiplié par le cours du jour, c'est-à-dire 200 égale 2000 €. Ça s'accumule dans mes avoirs au niveau de l'impôt sur la fortune. Pour les entreprises, c'est beaucoup plus compliqué. On avait notamment un expert comptable qui était venu nous raconter un peu tout ça. Alors ça va dépendre sur plein de facteurs, sur est-ce que l'entreprise se fait régler en Bitcoin, est-ce que l'entreprise possède des Bitcoins, est-ce que l'entreprise règle des produits en Bitcoin, etc. Pour l'instant, c'est encore extrêmement flou. On attend qu'il y ait une possible réglementation. Pour l'instant, ce qu'on peut suggérer aux sociétés qui seraient intéressées par le Bitcoin, c'est de faire les choses le plus proprement possible, avec le plus de transparence possible, et d'espérer qu'il y ait un jour une réglementation qui soit cohérente et qui ne soit pas destructrice de la valeur potentielle que le Bitcoin peut avoir. Et aujourd'hui, quelles sont vos obligations déclaratives lorsque on vous achète une clé, lorsqu'on crée un compte chez vous? Aucune. Absolument aucune. Donc l'anonymat est garanti? Non. Parce que lorsque vous... C'est deux choses différentes. Lorsque vous achetez une clé pour pouvoir stocker vos Bitcoins, on ne vous demandera absolument rien, parce que vous avez juste acheté un produit électronique. Par contre, lorsque vous venez chez nous et que vous dites bonjour, je voudrais acheter un demi-Bitcoin par exemple, là on va vous demander votre pièce d'identité. Pour un demi-Bitcoin? Pour même 10 € de Bitcoin. Pour 10 € vous allez me demander? Bien entendu. La loi n'est pas encore passée, normalement elle passera soit cette année, soit l'année prochaine, une loi qui dira que toute entreprise professionnelle qui vend ou achète des bitcoins sera tenue de conserver l'identité des acheteurs. Alors nous, au jour d'aujourd'hui, même si la police venait nous voir pour nous demander l'identité d'un utilisateur qui avait été à l'origine d'une transaction donnée, pour l'instant on ne le donnera pas. Par contre, s'il y a une commission rogatoire signée par un juge qui dit « Bonjour, fournissez-moi l'identité de cette personne », là bien entendu, on sera obligé de le faire. Aujourd'hui, si on va dans un bureau de change, par exemple, on change de la monnaie, je crois, pour 8 000 €. Oh, c'est beaucoup moins que ça. C'est beaucoup moins que ça. Non, non. Si je me souviens bien, c'est aux alentours de 2 € la limite, avant de devoir donner une pièce d'identité. Et donc, si on veut acheter un café, ça va être un problème? Non, bien entendu. Là, on parle uniquement de professionnels. Mais par exemple, justement, le café qui... Non, pour acheter et vendre du bitcoin. Pas pour pouvoir payer un produit avec des bitcoins. Vous voyez la nuance? D'accord, mais le café qui reçoit des bitcoins, oui. Et bien s'il veut les échanger après contre des euros, parce que c'est pas sa vocation, lui, il devra éventuellement fournir son identité au service qui va lui échanger ses bitcoins. C'est pas un problème. On n'est pas en train de dire qu'à chaque fois que vous allez acheter votre café, vous allez devoir donner votre identité. Non, uniquement lorsque vous faites du change. Uniquement lorsque vous faites du change. Mais sinon, j'ai quelque chose professionnel. Le capital minimum, je vous achète des bitcoins, paf, merci, c'est que j'ai acheté des bitcoins. Bien sûr que non. Je vous rappelle, nous, on ne donnerait votre identité que dans le cadre d'une commission rogatoire. Alors, excusez-moi, si aujourd'hui, mettons, j'ai 10 bitcoins, demain, ces 10 bitcoins me permettent d'acheter une voiture. Oui. Je convertis ces bitcoins en euros, donc là, je dois payer une taxe sur la plus-value à l'État. Par contre, si je paye directement ma voiture en bitcoin, aucun problème. est-ce que je ne paye pas de taxe? Non, je ne pense pas, parce que vous avez juste... L'État ne va pas laisser faire ça, parce qu'à un moment donné,
Enfin, imaginons, je sais pas, il y a une taxe de 20% sur la plus-value, je sais pas de combien elle est. N'importe qui voudra dépenser ses bitcoins plutôt que le convertir en cash. Potentiellement. Seulement, lorsque vous allez acheter votre voiture, vous allez payer la TVA dessus. Oui. Donc l'État va pouvoir se servir avec grand nombre sur la transaction que vous avez effectuée. Oui, mais il voudra aussi servir sur la plus-value. Parce que imaginons, là, j'ai un bitcoin qui un jour vaut 10 000 euros. L'État voudra profiter de cette plus-value, non? Il demandera d'où vient le bitcoin. Il demandera potentiellement d'où il vient. Non, mais il vient, je dirais, je vais acheter la maison de bitcoin. Oui, mais votre bitcoin, aujourd'hui, vous l'avez payé, je sais pas, 237 euros, ça m'a coûté tout à l'heure. Aujourd'hui, il vaut 10 000. L'État va forcément compris la problématique. Honnêtement, je ne pense pas que légalement, on serait tenu de vous demander une taxe monstrueuse sur le bitcoin que vous auriez acheté. Pour l'instant, non, mais c'est comme ça sur les actions. Ils le font sur l'or, notamment. L'or est taxé, je crois, à 8%. Quand vous héritez d'une action, c'est taxé sur les plus-values, sur lesquelles au capital. Oui, mais si je revends de l'or, dans le cas de l'or, comme dans le cas d'actions, vous ne pouvez pas aller chez votre boulanger et acheter votre baguette avec des actions ou avec de l'or. Vous voyez, parce qu'il n'a pas cours légal. Dans le cadre du bitcoin, ça va être juste un moyen d'échange qu'on dit c'est un objet financier plus ou moins non identifié. Parce que ça permet de faire de l'échange de valeur sans avoir le titre officiel d'une monnaie. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense pas qu'on puisse même faire ça, parce que ça équivaudrait à vous demander de vous justifier à chaque fois que vous allez faire un achat à quel montant vous avez pu acheter vos bitcoins. Ouais. Vous pourriez très bien en acheter tous les mois. Imaginez que vous en achetiez tous les mois, et vous pourriez très bien dire « Ah, je les ai achetés le mois dernier, ils valaient 10 000 euros. » Voilà. Ouais, ce serait trop compliqué de gérer. Question, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des initiatives gouvernementales contre la lutte contre le blanchiment d'argent? Alors, il y a un truc intéressant, vous allez sur Google et vous cherchez sapin Bitcoin. Il en a acheté? Vous savez que ça va faire pareil. Vous cherchez sapin Bitcoin et alors qu'est-ce que vous allez trouver? Au mois de juillet 2014, TracFin, le bras armé du ministère des Finances, a fait un rapport. Il a fait un rapport sur le Bitcoin. Et le lendemain de la rédaction de ce rapport, M. Sapin, le ministre du Budget, a publié une press release où il décrit certains aspects qu'il souhaiterait voir implémentés dans une future loi encadrant le Bitcoin. D'accord? Certains aspects dont je vous ai déjà parlé. Par exemple, si vous êtes un professionnel et que vous vendez ou vous achetez du Bitcoin, vous devez demander l'identité des gens. Autre point, il n'y aura pas de TVA sur les achats et les ventes de Bitcoin. Pour éviter, pour ceux qui ont connu ça, tous les problèmes sur la taxe carbone. J'ai pas besoin de détails. Par exemple aussi, si vous êtes l'équivalent d'une banque et que vous conservez des avoirs en Bitcoin pour des utilisateurs, vous devrez avoir l'équivalent en euros de ce que vous possédez en Bitcoin. Est-ce que le projet est posé? Particulièrement violent. Pas à ma connaissance. Mais clairement, lorsqu'il y aura une loi, et il y en aura une, la plupart de ces points, ils y seront. Oui. Ça, c'est évident. Il y aura un projet de loi. Potentiellement. Nous appliquons d'ores et déjà le principe pour être à peu près tranquille, parce que vous savez, le Bitcoin c'est déjà légèrement radioactif sur les bords, on va pas en plus se créer des ennuis. Pour tout vous dire, nous avons notre entreprise qui a pourtant pignon sur rue, et pourtant on remplit notre comptabilité est claire, on a un expert comptable, etc. On fait des factures, on fait tout ce qu'il faut. Eh bien, nous avons déjà eu notre compte en banque qui a été fermé chez 2 banques différentes, uniquement parce que nous avons dit le mot Bitcoin. Alors, l'une des banques en question, ce qui est encore plus comique, c'était la HSBC. Et l'autre L'autre, c'était le Crédit Mutuel. Parce qu'on a juste dit le mot Bitcoin, au secours, et ils sont partis en courant, on ferme votre compte. Voilà. Vous n'avez pas de contrôle fiscal encore? On a eu quelques approches et au final, tout va bien, on n'a aucun problème pour l'instant. Ils sont rien plus grattés. On essaie de faire les choses le plus proprement possible parce qu'on sait que, et d'une, on va être un peu surveillé, puisqu'on est quand même sur une approche qui est un peu tangentielle et qu'on est un peu un poil à gratter, comme vous disiez même tout à l'heure, monsieur.
Mais dans la mesure où on fait les choses proprement, dans la mesure où on a des comptes qui sont clairs, qui sont proprement établis, on n'a absolument rien à se reprocher. Monsieur. Je reviens sur ce que j'évoquais tout à l'heure sur les aspects sécurité, qu'on peut faire passer d'autres choses que du Bitcoin sur son blockchain. Comment on lutte contre... J'avais entendu qu'il y avait eu des images à caractère pornographique infantiles qui avaient été diffusées via les blockchains. Comment on fait pour... Oui, c'est ce que le rapport qu'a soulevé Interpol, et notamment sur ces aspects-là, c'est que du coup il y a des réseaux de pornographie infantile qui utilisent le Bitcoin pour pouvoir diffuser, on peut diffuser autre chose que du... Est-ce qu'on ne peut pas censurer du coup? S'il y a des informations, mettons qu'il y a C'est la même chose avec les mails, de toute façon. Non, parce que là c'est public en fait, et c'est accessible à tout le monde. Et on peut pas, il y a des sites qu'on peut fermer, mais les blockchains on ne peut pas le fermer. Donc s'il y a des informations sensibles qui sont postées dessus, mettons Wikileaks qui balance des infos dessus par exemple, le gouvernement américain ne pourra rien faire. C'est clair. Ça va forcément poser un problème à un moment donné. Tout ce qui rentre dans la blockchain ne peut plus jamais être supprimé avant d'enlever la blockchain en entier. Alors, juste pour répondre à votre question, c'est quand même limité. C'est quand même limité dans la mesure où, si je dis pas de bêtises, Marco, si je me souviens, un bloc c'est 4 mégaoctets maximum. 1 méga pour le moment. 1 Et mégaoctet. du coup, en fait, on peut inscrire le hash de la photo dans la blockchain, mais se dire que pour aller chercher l'information, c'est pas disponible à tout le monde. On peut mettre vraiment. Il y a même un virus qui a été mis dans la blockchain et du coup les antivirus détectaient quand on téléchargeait la blockchain un virus, et en fait qui n'était pas actif, mais il était présent dans la blockchain parce qu'il y avait une signature qui était dedans. Donc imaginez, on parle quand même de 1 mégaoctet toutes les 10 minutes. Vous n'allez pas pouvoir mettre beaucoup de matériel potentiellement néfaste sur 1 mégaoctet toutes les 10 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. On peut mettre du texte. On peut mettre du texte. Wikileaks, c'est du texte. Souvent, ce sont des informations très sensibles. Le fait qu'on ne puisse pas le faire disparaître, forcément, il y aura forcément des histoires dans les 5 ans qui viennent, des informations très sensibles qui vont déranger un État, et l'État va essayer d'interdire ça de manière ou d'une autre. On pourrait très bien publier des documents chiffrés, les mettre quelque part dans des copies multiples, et le jour où on en a besoin, on diffuse le mot de passe par la blockchain. Pour le passage. J'avais une question, c'était juste pour pouvoir comprendre. À l'heure actuelle, les mineurs, ce sont eux qui créent les bitcoins, et qui ont les bitcoins, donc finalement, qui les vendent après sur les plateformes. C'est ça, oui. On considérait qu'un mineur, il a des coûts fixes. Il faut qu'il fasse fonctionner ses machines, et ces machines, elles consomment énormément d'électricité. Donc la plupart des bitcoins que les mineurs génèrent sont immédiatement vendus sur les plateformes en ligne, rien que pour pouvoir continuer leur activité, pour pouvoir payer leurs factures d'électricité et la location dans le serveur. Et le gros problème, c'est ça en fait. C'est un équilibre. C'est un équilibre. À partir du moment où on est attaqué après par les écologistes et Attention. Les dollars, c'est pas très écologique non plus. Parce qu'un mineur consomme plus de carbone que les gens qui sont dépendants d'électricité. Alors, je crois qu'on est en train de terminer. Éventuellement, s'il y a encore des personnes qui souhaiteraient installer un portefeuille et échanger ne serait-ce qu'1 euro pour avoir 1 euro en bitcoin, vous pouvez éventuellement vous adresser à ma collègue qui se fera un plaisir de vous aider à mettre ça en place.